Merci Valérie, merci Julie en tout cas de me laisser la parole. Ça fait particulièrement plaisir d'être ici devant vous. Alors elle l'a annoncé, je voulais faire un scoop. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon contrat de travail. Alors c'était 27 octobre 1988, la conférence des échevins de l'agglomération bruxelloise qui m'a engagé comme animateur de rue et de quartier pour animer et pour accompagner les jeunes dans les quartiers et dans les rues de la ville. Alors, situation qui a fort changé. Ça m'a fait particulièrement plaisir à l'époque d'être engagé par la conférence des échevins de la jeunesse et de vous retrouver quelques années plus tard, 88, 27 ans, 27 ans, waouh. Non, tu n'as pas changé. 27 ans plus tard, on se retrouve tous ensemble. C'est assez impressionnant. Ça m'avait plu à l'époque d'être engagé dans ce cadre-là, parce que le deal qu'on avait, c'est, je lançais d'une part Dynamo à l'époque, on s'est créé en 1984, un groupe de jeunes éducateurs, profs qui lançaient un club de cyclotourisme pour jeunes défavorisés ici à Bruxelles. Et à un moment donné, cette rencontre avec les échevins de la jeunesse, on fait un deal. T'es engagé mi-temps pour nous. Et l'autre mi-temps, tu lances Dynamo, tu lances le travail de rue, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de travailleurs de rue, il y avait Jean-Claude Pétot, c'est un souvenir d'il y a bien longtemps, et donc on allait effectivement connaître en tout cas le début de cette méthodologie du travail de rue, qui était importante à l'époque parce que déjà, il y a une trentaine d'années, le monde associatif était déjà particulièrement développé dans la région bruxelloise. Il y avait énormément d'initiatives, mais il y avait déjà une tendance de ces associations dans les différents quartiers à se renfermer sur elles-mêmes, à ne gérer finalement qu'une population, entre guillemets, contrôlable. Pas de langue de bois, donc j'y vais. C'est d'ailleurs pas mon habitude. Et finalement, pour s'éloigner de plus en plus d'une nouvelle jeunesse, d'une jeunesse qui allait apparaître et qui, particulièrement dans les quartiers défavorisés, allait se sentir de plus en plus éloignée aussi de tout ce qui était initiative associative. Alors, je ne dis pas que tout était mauvais, bien sûr, il y avait du bon et du mauvais, mais il y avait quand même cette espèce de renfermement sur soi des associations qui étaient préoccupantes et très peu d'associations allaient au-devant, sortaient de leurs murs pour aller rencontrer les jeunes et les familles dans leur milieu de vie. Et c'est vraiment bien ça l'enjeu du projet ici, de la conférence des échevins. Bon, quel regard je porte sur la jeunesse, puisque c'est ça un peu la question, après depuis ces 30 années de terrain, d'une manière ou d'une autre. Oui, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, je considère que notre société maltraite les jeunes. On vit, et alors c'est peut-être un peu fort comme je dirais, intitulé, mais on vit une société d'apartheid jeune. Les jeunes, aujourd'hui, comme il y a 25 ans ou 27 ans, sont soumis de manière permanente à des petites expériences de discrimination, parfois de grosses expériences de discrimination, mais de petites expériences quotidiennes de discrimination et de stigmatisation. Vous reprenez l'école, c'est-à-dire un jeune qui ne correspond pas au modèle scolaire, il est vite renvoyé du général au technique, du technique au professionnel. Vous en connaissez beaucoup. Nous, dans notre secteur, vous en connaissez énormément des jeunes qui pourraient tout à fait continuer un cursus dans le général, qui ont l'intelligence, qui ont la capacité, mais parce qu'ils ne correspondent pas au modèle, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans les cases, eh bien on les renvoie vers le technique. Et puis on les renvoie vers le professionnel. Et à la limite, ils abandonnent et peu importe, ce n'est plus l'affaire des profs. Vous prenez aussi, je dirais, la discrimination à l'emploi, trouver un emploi, le chômage. On sait le chômage des jeunes ici à Bruxelles est encore relativement important malgré toutes les initiatives. Mais si vous prenez les quartiers les plus défavorisés, les quartiers dans lesquels on travaille en tant que travailleur de rue, ce taux de chômage pour certains jeunes est énorme, il explose. Et ce n'est pas pour rien que la Commission européenne aujourd'hui s'est préoccupée de ce qu'on appelle les NEETs, les Non-Education, Non-Employment, No-Training Youth. C'est tous les jeunes qui sont ni dans un emploi, ni dans un stage, ni dans un processus de formation. Il y a tout un programme qui s'est développé, notamment programme Garantie Jeunes. On verra ce que ça donnera. Mais voilà bien une préoccupation. De plus en plus de jeunes se retrouvent largués, abandonnés. On ne s'en occupe plus. C'est des improductifs pour notre société marchande. Alors, le gros problème de cette discrimination et de cette stigmatisation constante, c'est que le jeune qui est soumis de manière permanente à des expériences de stigmatisation, donc de dévalorisation de ses caractéristiques, eh bien, a tendance
à intérioriser le stigmate. Plutôt que de dire non, non, moi, on me considère comme un délinquant, on me considère comme un moins que rien à l'école, on me considère comme un empêcheur de tourner en rond, je vais prouver le contraire. Eh bien, malheureusement, ce que j'ai observé, moi, sur le terrain, c'est que les jeunes ont plutôt tendance, à force de vivre ces micro-expériences, d'intérioriser, de dire « Ah, on attend de moi que je sois délinquant. Eh ben, je vais leur envoyer un petit message qui va dans ce sens-là. » Parce que ce que je remarque, et c'est peut-être dommage, le jeune préfère avoir une place qu'on lui donne plutôt que pas de place du tout. Et donc, il vaut mieux être reconnu comme délinquant que ne faisant plus partie du collectif, ne faisant plus partie de la société. Alors, quel est mon regard sur les dispositifs qui ont été mis en place, les dispositifs notamment à Bruxelles? Alors, c'est un peu comme le mariage, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, à l'époque, on a connu, suite aux événements, je dis événements, il y a d'autres qui appellent ça des émeutes, enfin bref, ça a un peu chauffé dans les quartiers, dans les environs de mai 1991, je vais dire 91, parce que parfois j'ai... 91, on est à Bruxelles, on est en Belgique. Et donc, ça a un peu chauffé dans les quartiers, ça a bien chauffé, j'étais à Forêt à l'époque, et ça a chauffé de manière à la fois légitime et alors complètement désorganisée, quoi. Il y avait vraiment des raisons objectives pour qu'à un moment donné, les quêtes et leurs familles pètent les plombs, notamment, je pense, dans le quartier à Forêt, le quartier des Bains, Saint-Antoine. Et les réactions qui ont suivi, les réactions politiques qui ont suivi, ont été un peu dans tous les sens. Je prends un des dispositifs qui était le dispositif cohabitation-intégration, ça s'appelait comme ça. C'était pas inintéressant de lire la définition que se faisaient les autorités et notamment le commissariat royal à la politique des immigrés à l'époque, de la cohabitation et de l'intégration. C'était pas inintéressant. C'était intéressant pour les gens de terrain de se retrouver dans ce genre de dispositif parce qu'on a pu créer des espaces de parole. On a pu créer des activités qui ont permis à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés de se retrouver et de dialoguer, de construire des choses. Alors ce dispositif est devenu, si je ne me trompe pas, le dispositif cohésion sociale. Et je regrette, moi, par exemple, par rapport à dispositif de cohésion sociale, qu'on a quitté cette approche généraliste, cette ouverture, se dire, voilà, on va créer des espaces de parole pour aller vers des trucs beaucoup plus technocratiques. Ah, il faut faire de l'école de devoir, c'est important l'école de devoir, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'à travers une école de devoir qu'on va pouvoir se parler. Et donc, voilà, le meilleur est pour le pire. Il y a eu d'autres dispositifs, des dispositifs super, comme le contrat de quartier. Ça, c'était génial. C'était vraiment un truc qui a concilié l'aménagement du territoire et le social. On a vécu le contrat de quartier à Ixelles. C'était une expérience extraordinaire avec Rachid Madran, qui est devenu ministre, mon ministre de l'aide à la jeunesse maintenant. C'est trop rigolo, quoi. Franchement, il était sur le terrain, après, ça, c'est pas mal. Vous avez d'autres dispositifs aussi, comme le contrat de sécurité. Les premières moutures du contrat de sécurité, c'était trash, hein, quand même. C'était quand même fort, et je ne sais pas si ça allait rester, de l'observation et de la dissuasion dans les quartiers. C'était ça, quoi. C'est, voilà, on met les gens sur le terrain, on dit « Ah oui, c'est bien votre travail de rue. » Ben, allez-y, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour viser l'intérêt du jeune? Pour viser l'intérêt de la collectivité? Ou pour juste trouver une parade au sentiment d'insécurité, c'est quoi le truc, quoi? Et on a bien vu, le sentiment d'insécurité, c'est pas spécialement les jeunes, c'est tout un ensemble, une évolution de société où les gens sont de moins en moins le bienvenu. Alors voilà, moi, si j'ai envie de conclure par rapport à ça, si j'ai des recommandations à faire, j'en ferai peut-être deux. La première, c'est justement entre ces différents dispositifs qui ont fait comme une espèce de lasagne, hein, avec des couches de plus en plus indigestes à un moment donné, c'est d'essayer de trouver une certaine cohérence entre ces différents dispositifs, quoi. Et de se poser vraiment la question fondamentale, à qui va profiter le dispositif? Pourquoi on le met en place? Le sens qu'il y a derrière tout ça, ça me paraît tout à fait essentiel. Et donc, j'avais dit deux, je ne sais plus moi. Et deux, oui, tout ça. La deuxième recommandation, c'est de toujours viser à retrouver, à mettre en place des dispositifs en se méfiant de l'approche plus technocratique, mais mettre des dispositifs en place qui permettent aux gens de se parler. Ces espaces de parole, Julie a parlé d'espaces intermédiaires, j'aime bien, c'est pas mal, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de viser. Les gens ne se parlent plus, et ne se parlent plus sincèrement, c'est surtout ça, d'essayer de retrouver la personne qui a au-delà des comportements. Et j'ai une grande fierté, en tout cas à Dynamo, c'est que les jeunes que j'ai accompagnés il y a une quinzaine d'années, que ce soit à Ixelles, surtout à Ixelles, mais, ou à Forêt, sont maintenant dans le conseil d'administration, et le président du conseil d'administration de Dynamo est un jeune que j'ai accompagné et qui se targue toujours de dire « mais tu sais moi, Edwin, je connais bien mieux Dynamo que toi, même si je l'ai créé. » Parce que moi j'ai connu Dynamo comme jeune,
J'ai connu Dynamo en tant qu'animateur, j'ai connu Dynamo dans les dispositifs à l'Assemblée Générale, puis maintenant au Conseil d'administration, et maintenant il est président. Et ça, je dirais, à partir du moment où on fait confiance dans les potentialités et où on retrouve la personne dans son identité réelle, c'est là où on gagne le pari de l'accompagnement. Je vous remercie. Merci beaucoup Edwin de Bouvet. Alors c'est vrai que vous avez dit des choses effectivement très tranchées, parfois assez dures et assez crues. La société d'apartheid jeune, on maltraite nos jeunes comme je l'avais dit, des jeunes qui se retrouvent parfois largués, abandonnés suite à toutes ces petites expériences du quotidien qui stigmatisent, qui intériorisent ces stigmates. Et puis effectivement ce regard intéressant sur les dispositifs mis en place et peut-être leur manque de cohérence. On verra ce que vous en pensez tout à l'heure.